Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité. Michel Barnier, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza et bonjour aux auditeurs de Radio J. Et alors les adhérents ont donc tranché. Michel Barnier, le candidat de LR, sera désigné par un congrès où seuls les militants pourront participer. Comment, dans ces conditions, Michel Barnier unir la droite et le centre? Comment aussi créer la surprise pour devenir, comme vous le dites, le Biden français? Et au-delà, quel doit être le projet du futur candidat de la droite? Autour de quelles idées forces, de quelle conception de l'Europe aussi, et de quelle réponse aux aspirations des Français, que ce soit au niveau social, environnemental ou encore sécuritaire. Et puis une présidentielle, en tout cas une pré-campagne présidentielle perturbée par la montée en puissance d'Éric Zemmour. Comment y répondre? Comment lui répondre? Comment éviter qu'il ne marginalise le candidat de la droite? Mais pour commencer, Michel Barnier, l'actualité de ce week-end, comment vous réagissez à l'enterrement de cette primaire ouverte par les instances de LR, une primaire ouverte à laquelle vous étiez favorable? C'est un choix qu'ont fait les adhérents de notre formation politique, et d'ailleurs Frédéric Aziza peuvent être aussi et sont aussi des auditeurs de Radio J, pour un grand nombre d'entre eux. C'est un choix qu'ils ont fait démocratiquement, mais c'est bien. Personnellement, j'avais exprimé ma préférence pour un vote plus large, ouvert aux électeurs, aux citoyens, se reconnaissant dans les valeurs de la droite républicaine et du centre, pour avoir une base de légitimité plus large. Mais ce choix est celui des adhérents, c'est un choix démocratique. Et comme je l'ai toujours dit dans cette famille qui est la mienne depuis le premier jour, moi je me suis engagé dans cette famille gaulliste à l'époque. Vous l'avez jamais quitté? Je ne l'ai jamais quitté, et je veux dire simplement que j'ai toujours été bien et libre de dire ce que je pensais, loyal. Et j'ai toujours été fidèle à cette famille depuis mon premier engagement. J'avais 15 ou 16 ans à l'époque, à Albertville, en Savoie. Dans cette famille, je respecterai la règle du jeu qui a été choisie par les militants. Alors, vous allez respecter, vous l'avez dit déjà dès hier, vous allez respecter la règle du jeu choisie par les militants. Vous étiez favorable à une première ouverte. Est-ce que c'est une erreur de l'avoir rejeté? Vous dites que c'était une base de légitimité. Est-ce que c'est une erreur de l'avoir rejeté? Christian Jacob, lui, il a largement insisté sur le taux de participation de 50% des adhérents. Ça fait seulement 40 000 votants, dont 23 000 en faveur du Congrès. Est-ce que c'est vraiment un plébiscite, ça? Franchement, le vote d'hier, qui est un vote démocratique de l'ensemble de nos adhérents, était un vote qui portait sur un problème de processus. De mécanique. Franchement, c'est pas sur un tel vote qu'on peut imaginer la plus grande mobilisation. Ah voilà, vous dites quand même ça, mobilisation, on l'attend quoi. Non, je dis que cette mobilisation s'est produite, la moitié de nos adhérents se sont prononcés, ce qui est bien, pas suffisant, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de votants le 4 décembre, le jour où il faudra choisir entre plusieurs candidats pour choisir celui qui sera capable d'être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle et de la gagner. Et si je suis candidat, c'est précisément parce que je suis déterminé à obtenir et à convaincre, à obtenir la confiance de mes amis, adhérents et militants des Républicains, à être présent au deuxième tour et à gagner l'élection présidentielle. Alors on va parler de vous, on va parler de votre projet, de vos propositions, de votre parcours aussi, puisque c'est important dans le cadre d'une présidentielle de savoir qui est l'homme. Michel Barnier, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous voulez proposer aux Français? D'abord, vos adversaires et amis je pense. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ne pourront pas prendre part au vote du 4 décembre dont vous venez de parler parce qu'ils ne sont plus membres de LR. Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous leur demandez de reprendre leur carte de LR pour pouvoir voter? Écoutez, franchement, c'est à eux de décider. Mais c'est un handicap pour eux et pour les militants. Laissez-moi répondre à votre question avant de m'en poser une deuxième. C'est à eux, franchement, de décider ce qui est logique de faire. Ils veulent le soutien de ce parti, ils veulent le soutien des militants, ils veulent le soutien du budget du parti. C'est à eux de se mettre en ordre, mais je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Au passage, la date du 4 décembre dont vous venez de parler, dont on parle, pour ce congrès, est-ce que c'est la bonne date ou est-ce que vous souhaitez qu'elle soit avancée? Non, moi je pense que c'est une bonne date, elle a été fixée, on ne va pas changer toutes les 5 minutes. Vous savez, les militants doivent être respectés. Ils l'ont été hier dans ce vote, nous respectons leur choix. Il faut donner le temps du débat. Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. J'ai dit ami, j'ai dit ami. Oui, adversaire quand même, mais adversaire dans la confrontation. Ce sont des amis politiques. Nous avons été dans des gouvernements ensemble. Nous avons globalement les mêmes idées et le même projet. Il y a des tempéraments, des expériences différentes. Mais je n'ai pas d'adversaire et il faudra que nous nous retrouvions le moment venu. C'est ça aussi que je veux faire. Et donc je ne dirai rien, ni sur votre antenne, ni ailleurs, qui puisse rendre plus difficile la réunion et la réunification de cette famille le moment venu dans une seule équipe que je pense pouvoir diriger
en ayant le souci que tout le monde s'en sorte la tête haute, qu'il y ait une place pour tout le monde, des responsabilités pour tout le monde, parce que la gestion du pays, c'est ça qui est le plus important, Frédéric Aziza. La gestion du pays va être très difficile dans les 5 ans qui viennent. Le monde qui nous entoure est dangereux, instable, fragile. Les Français sont divisés. Il y a beaucoup de tensions dans notre pays, beaucoup d'injustices. Donc la gestion de la France dans les 5 ans qui viennent, c'est ça qui m'intéresse, va être très difficile. On va en parler. Alors vous dites qu'il faut s'unir, hein, il faut une union de votre famille politique, mais les centristes ne sont pas associés au processus. Est-ce qu'il faut leur tendre la main? Est-ce que vous leur tendez la main et comment? Alors, la séquence qui s'ouvre pour 2 mois est celle d'un dialogue. J'irai à la rencontre des militants dans la plupart des départements où je le pourrai. Je dialoguerai avec les adhérents et les militants qui habitent en métropole, qui habitent outre-mer et qui habitent aussi à l'étranger. Il y a 3,5 millions de Français qui vivent à l'étranger, avec lesquels je vais dialoguer. Et puis, au-delà de cette séquence qui est celle pour préparer le congrès du 4 décembre, évidemment, je trouverai les mots et je tendrai la main à tous les électeurs de la droite et du centre qui doivent être ensemble pour gagner cette élection présidentielle. Mais ils ne voteront pas le 4 décembre, ceux-là. Ils ne voteront pas le 4 décembre. Non, c'est le choix qui a été fait. Voilà. Le choix qui a été fait est de réserver ce vote aux adhérents. Donc il faut aussi que les gens qui veulent participer à ce vote puissent adhérer. Ils pourront adhérer jusqu'au 15 novembre à notre formation politique pour participer au vote. Mais au-delà de ceux qui participeront au vote parce qu'ils seront militants ou adhérents, encore une fois, le vote est ouvert et la capacité d'adhésion est ouverte jusqu'au 15 novembre. Au-delà de cela, moi je tendrai la main, je trouverai les mots pour dialoguer avec la grande famille du centre. Et vous savez, il n'y a pas d'exemple. Regardez comment Nicolas Sarkozy a gagné en 2007. Il n'y a pas d'exemple où on ne réussisse pas une majorité composée de plusieurs pieds, bien sûr celui des Républicains, mais aussi à nos côtés et avec nous en respect et en confiance, la famille centriste et d'autres encore. Alors vous avez vu ce que disent les commentateurs, ce que dit le journal du dimanche aujourd'hui, c'est Xavier Bertrand qui ne voulait pas de primaire, qui quelque part a gagné. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Ça, c'est une interprétation. Mais votre interprétation, est-ce que vous dites la même chose? Moi, il a gagné. Est-ce qu'il a plié le match? Je pense qu'il faut garder son calme, respecter les militants, donner au temps nécessaire à chacun de réfléchir pour un vote qui aura lieu le 4 décembre et pas avant, et au cours duquel les militants qui ne peuvent pas être privés de leur choix choisiront démocratiquement celui qui portera les couleurs de notre famille et qui gagnera l'élection présidentielle. Parce que la vraie question, au-delà de tous ces sondages, de ces matchs pliés d'avance, de ces duels qui sont annoncés par le système... Vous faites référence au sondage du JDD de ce matin? Je fais allusion à tous ces sondages que l'on voit fleurir dans le système médiatico-politique, où l'on essaye de nous annoncer à l'avance qui sera candidat, qui sera élu. Moi, je vous dis, Frédéric Aziza, que ça ne va pas se produire comme ça. Les électeurs français, les citoyens méritent d'être respectés. Et parmi les citoyens français, les militants et les adhérents de notre famille politique doivent être respectés. On ne va pas leur voler leur vote et on ne va pas leur dire à l'avance comment ils vont voter. Donc je recommande de garder son calme, d'aller au bout de ce débat qui doit être respectueux. Je ne dirai rien, je ne ferai rien avec tous ceux qui m'entourent, qui compliquerait la donne et qui fragiliserait les chances d'un regroupement le moment venu. Au moment venu, nous devrons tous nous retrouver, avoir un seul candidat. Et encore une fois, je veux être ce candidat. Je veux convaincre ma famille politique que je suis le mieux placé pour figurer au 2e tour, c'est-à-dire être dans les 2 premiers. Mais c'est pas ce que disent les Français interrogés par le JDD. Ils disent le meilleur placé, c'est Xavier Bertrand. Oui, mais c'est pas les Français qui vont décider qui sera le candidat. C'est pas tous les Français qui vont décider. Pour l'instant, ce sont les militants qui vont choisir. Et je vous demande de comprendre qu'il faut leur laisser le temps de réfléchir et de se prononcer. Et vous verrez que tout ce qui est annoncé, préfabriqué, enfin, ça fait quand même 4 ans qu'on essaye de nous démontrer globalement, le pouvoir actuel, qu'il faut à tout prix qu'il y ait un duel entre Mme Le Pen et M. Macron. Ce système qui consiste à dire qu'il faut faire le vide entre Le Pen et Macron n'est pas le bon système. Ça ne se passera pas comme ça. Je veux dire, bien sûr, nous savons bien que Mme Le Pen, c'est une sorte d'assurance survie pour le président sortant, mais je pense que ça ne se passera pas comme ça. Je pense qu'il faut que les Français soient respectés. Mais là, on parlait de ce qui se passe en interne chez vous. Alors, Xavier Bertrand, il voudrait être le seul candidat à être représenté au congrès du 4 décembre. Christian Jacob préférait
lui aussi, un congrès plébiscite du futur candidat LR à la présidentielle. Il vous l'a dit lors d'une réunion avant l'été. Est-ce que c'est pas le meilleur cas de figure possible? Un seul candidat. Excusez-moi, laissez Christian Jacob s'exprimer lui-même. Et ce qui a été décidé par les militants, c'est pas ça, Frédéric Azizat. Ce qui a été décidé par les militants, encore une fois, les militants méritent d'être respectés et écoutés. Ils ont décidé qu'il y aurait le 4 décembre un vote sur plusieurs noms, et c'est eux qui choisiront le candidat que soutiendra notre famille politique. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer un ticket entre vous et Xavier Bertrand. Lui candidat et vous second, éventuellement Premier ministre s'il gagne. C'est pas ça. Mais c'est assez intéressant comment vous élucubrez sur toutes ces hypothèses. Non, ce n'est pas une question qui se pose. Et la question qui se pose, c'est que les militants doivent être respectés, qu'ils vont choisir entre plusieurs candidats. J'ai décidé de solliciter leur confiance dans cette famille qui a toujours été la mienne, et j'ai confiance dans le fait qu'ils me soutiendront et qu'ils me choisiront pour représenter cette famille. Et au-delà, dialoguer et construire une future majorité avec les centristes et beaucoup d'autres qu'il faudra convaincre que nous sommes capables d'incarner cette alternance dont le pays a besoin. Soutien, justement, préparation de la campagne présidentielle et du congrès du 4 décembre. Est-ce que vous confirmez que vous avez le soutien de Laurent Wauquiez? Parce que ça, c'est un point important. Est-ce que c'est le cas? Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que on a entendu Laurent Wauquiez dire beaucoup de bien de vous? Est-ce que ça veut dire qu'il vous soutient? Est-ce que vous souhaitez qu'il vous soutienne? Pourquoi vous voulez préfabriquer les choses? Pourquoi vous voulez forcer le rythme? Laurent Wauquiez est un homme politique qui compte et qui comptera beaucoup. Il a fait une formidable action dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est d'ailleurs ma région. Il a de vraies convictions, et c'est sur ces convictions que nous discutons ensemble en bonne intelligence et en amitié depuis plusieurs mois. Et c'est le fond qui compte. Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir l'autorité de l'État? Qu'est-ce qu'on fait pour maîtriser l'immigration? Qu'est-ce qu'on fait pour assurer la sécurité à laquelle les Français ont droit? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce pays reparte, pour mieux encourager le mérite et le travail plutôt que l'assistanat? Comment reconstruit-on l'influence française en Europe et dans le monde? Voilà les questions dont je parle avec Laurent Wauquiez. Et pour le reste, c'est lui qui vous dira le moment qu'il choisira pour exprimer son choix, s'il souhaite l'exprimer. Est-ce qu'il y a des convergences entre ce que vous dites et ce que dit Laurent Wauquiez sur tous ces sujets? Je viens de vous le dire. Je viens de vous dire que nous avons travaillé sur le fond, et moi je me suis exprimé semaine après semaine sur l'immigration. Je crois d'ailleurs être le seul à avoir fait une proposition globale et complète et opérationnelle sur cette question grave. Je me suis exprimé sur des sujets qui tiennent à cœur de Laurent Wauquiez, sur le mérite, le travail, comment ce pays doit être encouragé au dynamisme économique dans toutes ces entreprises. Et sur ces sujets-là, nous sommes en convergence, oui. Et alors, qu'est-ce qui vous pousse, on parle un peu de vous, Monsieur Barnier, qu'est-ce qui vous pousse à croire que vous pouvez être le Biden français? Biden français. Mais je n'ai jamais utilisé cette phrase personnellement. Je l'ai entendu sur TF1 quand vous avez annoncé votre candidature. Non. Vous avez fait référence à Biden. Non, on m'a posé une question et j'ai dit que je pouvais me reconnaître, comme je vous réponds à l'instant, dans la ténacité, la persévérance. C'est aussi mon caractère de montagnard et de savoyard que d'être persévérant, d'aimer les longues routes et de regarder l'objectif et le sommet. C'est ce qu'on fait en montagne quand on marche en montagne, mais je n'ai jamais fait cette comparaison. Beaucoup de commentateurs la font. Je suis plus jeune que Joe Biden et peut-être je peux me reconnaître dans sa persévérance, mais franchement, les situations ne sont pas les mêmes. Les États-Unis d'Amérique, c'est pas la France, et les circonstances ne sont pas les mêmes. Vous dites que vous êtes plus jeune que Joe Biden, hein? Oui, ça c'est un fait. C'est un fait. Vous avez des cheveux blancs comme lui, c'est ce qui vous rapproche? Oui, mais ça n'empêche pas d'avoir des idées neuves, hein, et de l'énergie. C'est pas le fait d'avoir des cheveux blancs qui vous empêche. Moi, je connais beaucoup de gens beaucoup plus jeunes que moi qui ont de vieilles idées. Hein. Y compris à LR, y compris chez des candidats je vous à l'investiture. Ce n'est pas l'âge qui fait qu'on a des idées. Ce qui est important, c'est de garder sa capacité d'enthousiasme et d'indignation. Et ce que je peux vous dire, puisque vous m'interrogez, c'est que quand je me rapporte à quelques années en arrière, au moment où j'ai été élu pour la première fois par des citoyens, j'avais 22 ans, je garde aujourd'hui intacte cette capacité d'enthousiasme et cette capacité d'indignation. Alors justement, toujours sur vous, Michel Barnier, après l'élection à la présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017, il avait 39 ans. En quoi votre âge peut-il être un atout? Et c'est une question sérieuse. Mais toutes vos questions sont sérieuses et toutes mes réponses sont sérieuses et sincères. Je ne vais pas passer du temps à me comparer aux uns et aux autres. Excusez-moi, je ne ferai pas cette campagne présidentielle contre les autres, je la ferai pour un projet que je porterai, et je pense que les Français d'ailleurs qui nous écoutent ont envie de voter pour plutôt que contre. Et puis naturellement, s'il y a des attaques ou des critiques, je répondrai. Je pense que les Français
après les 2 quinquennats qu'ils viennent de vivre, et dans lesquels M. Macron a joué un rôle important. Donc, attends, on précise les choses, hein. Quinquennat de François Hollande et quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était très précis ce que j'ai à dire. Hein. Non, mais je précise pour nos auditeurs. Non, mais vos auditeurs sont intelligents. Ils ont bien compris que je parlais des 2 derniers quinquennats dans lesquels M. Macron a été au cabinet du président Hollande, ministre, puis président de la République sortant aujourd'hui. Je pense que les Français ont envie d'un président qui rassure, qui réconcilie, qui agisse, qui soit prêt, et c'est exactement ce que je veux être. Avant l'échéance du 4 décembre, irez-vous jusqu'au bout si Éric Zemmour vous passe devant dans les sondages? Mais il s'agit d'un vote qui sera celui des adhérents. Non, mais là, parce qu'on va faire... vous savez, il va y avoir des sondages sur la cote des uns et des autres. Vous me posez des questions et ensuite, au moment même où je commence une phrase pour répondre, vous m'en posez une deuxième. Non, parce que vous me répondez sur le Congrès, mais là, je parle je vous parle le candidat potentiel que vous évoquez et d'autres, c'est pas ça qui nous intéresse maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les problèmes des Français. Les problèmes des Français, les angoisses, oui, dont on va parler, j'espère, avant la fin de cette émission. Les problèmes des Français, leurs angoisses, leur colère, leurs attentes, leurs espoirs de ne pas être trompés. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas tel ou tel candidat qui peut parler des mêmes sujets, mais avec ses propres idées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes des Français. Et donc, et puisque je reviens à votre question, s'agissant de notre famille politique, ce sont les adhérents qui se prononceront et personne d'autre. Hein. Alors, Zemmour, quelques questions sur Éric Zemmour. La pré-campagne présidentielle, la présidentielle tout court, sont perturbées par Éric Zemmour. Est-ce qu'il y a un risque qu'il ringardise les autres candidats, notamment le candidat de LR et celui de l'extrême droite? Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on se trompe dans cette émission. Moi, je ne vais pas passer mon temps à parler des autres. Ce qui m'intéresse, ce sont les problèmes des Français. Mais vous allez voir qu'on va en parler, il nous reste encore 25 minutes. Oui, mais prenons le temps de parler des problèmes qui préoccupent les Français à l'international et chez nous. Monsieur Zemmour, d'autres, je ne sais pas s'il sera candidat, il ne l'a pas encore dit. Donc, pourquoi voulez-vous que je passe mon temps à commenter les intentions possible, potentiel, prévisible de tel ou tel journaliste, alors je vais poser la question, polémiste. Je ne vais pas passer mon temps à ça. Je vais vous poser la question autrement. Vous avez parlé tout à l'heure de l'immigration. Hein. Parlons de l'immigration. Parlons de l'immigration, parce que et on va parler, mais d'abord une question. Est-ce que justement l'arrivée de Zemmour dans l'arène politique ne change pas la donne, notamment en ce qui concerne les thèmes et le cours de la campagne? Est-ce qu'il n'extrémise pas la campagne? Vous avez dit qu'il fallait un moratoire sur l'immigration. On vous avait jamais entendu parler comme ça. Est-ce que c'est pas l'effet Zemmour? Pas du tout. M. Zemmour dit ce qu'il veut et moi je présente sur cette question grave des propositions. Je crois être le seul à faire une proposition globale, complète, opérationnelle, qui ne consiste pas seulement dans un moratoire. Je n'ai pas attendu tel ou tel pour m'exprimer sur ce sujet. Je me suis exprimé au moment où j'étais engagé dans le débat des idées pour la présidentielle. Avant, je n'avais pas de raison de m'exprimer autrement que comme citoyen. Je l'ai fait comme candidat et je le confirme. Nous présenterons un moratoire qui sera opérationnel au lendemain de l'élection présidentielle pour mettre à plat toutes les procédures qui ne fonctionnent pas bien ou qui sont détournées, qu'il s'agisse des procédures de titre de séjour, du regroupement familial, des expulsions. Ça ne fonctionne pas. Personne ne peut dire aujourd'hui que la politique d'immigration en France fonctionne. Et d'ailleurs, personne ne peut dire non plus que la politique européenne fonctionne. Et quand une politique ne fonctionne pas, qu'elle n'obtient pas de résultats, au contraire qu'elle provoque des résultats contraires à ce qu'on souhaite, le rôle d'un candidat à la présidentielle, le rôle de président de la République, c'est de changer cette politique. C'est ce que je veux faire. Il n'y aura pas seulement un moratoire. Pour que ce moratoire soit possible, il faut que l'on se protège et que l'on change la Constitution. Et donc nous présenterons les termes d'un référendum au moment même de l'élection législative, au premier tour de l'élection législative, de telle sorte que tous les candidats députés puissent s'exprimer sur ce projet de référendum et dire ce qu'ils en pensent. Et nous verrons bien qui est contre et qui est pour à ce moment-là. Et ce référendum sera organisé au mois de septembre. Il portera sur 2 points. Le premier, c'est la capacité que le Parlement doit avoir de se prononcer chaque année sur les quotas d'immigration choisis venant des pays tiers. Et le deuxième, c'est le bouclier constitutionnel dont nous avons besoin. Ce qui est pratiquement le cas aujourd'hui, hein, sur le fait que le Parlement s'exprime. Il faut que la Constitution le prévoie. Et deuxièmement, nous prévoirons un bouclier constitutionnel pour éviter que la jurisprudence qui s'accumule de la Cour de justice européenne, de la Convention européenne des droits de l'homme, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, vienne nous empêcher de prendre des mesures très simples, concrètes,
pendant le temps de ce moratoire, nous devons être libres de prendre nos décisions, un peu comme les Allemands l'ont fait quand ils ont eux-mêmes décidé un moratoire sur la question du regroupement familial pendant 2 ans. Et je n'ai pas entendu tous les européistes de Bruxelles s'émouvoir de cela. Européistes de Bruxelles? Oui. Vous en avez été pourtant? Non, je n'ai jamais été européiste, je ne suis pas fédéraliste, je suis gaulliste, je suis passionnément patriote et définitivement européen. Ça va ensemble, comme les 2 drapeaux qui sont derrière le président de la République quand il s'exprime, quand il s'exprimera. Il faut être européen pour compter, pour être respecté. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire tout seul, sinon on les fait au détriment de l'intérêt national et de la souveraineté nationale. Je suis européen, je n'ai pas de leçon d'engagement européen à recevoir, mais je veux changer un certain nombre de choses. La différence entre tous ceux qui poussent des cris d'orfraie et qui mènent des petites polémiques sur ce sujet donc de l'immigration, me soupçonnant d'avoir abandonné mes ambitions européennes, ils se trompent, ils ne me connaissent pas. Je resterai européen en plus d'être patriote, j'ai bien dit en plus, mais j'ai une différence avec eux. C'est qu'en ce qui me concerne, j'ai géré le Brexit pendant 4 ans et demi. Et le Brexit, ce n'est pas un petit événement. C'est un grand pays que je respecte et que j'admire, qui a quitté l'Union européenne totalement. Et ça, il y a des raisons. Et je recommande qu'on les comprenne, ces raisons. Si vous lisez le livre que j'ai publié... Et on va parler d'Europe, mais je voudrais vous poser 4 questions. Attendez, laissez-moi vous dire, mais puisque nous parlons bien d'immigration et de quelques autres sujets graves qui ont provoqué le Brexit, si vous lisez le livre que j'ai écrit au mois d'avril, pour précisément décrire cette longue négociation du Brexit, ce livre est d'ailleurs toujours en librairie, pour ceux qui voudraient mieux me connaître et mieux connaître ma méthode, il y a un premier chapitre qui s'appelle « Un avertissement ». Et j'ai dit à ce moment-là, dans ce chapitre, que je tirerais les leçons du Brexit, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, immigration, est-ce que vous considérez qu'il y a trop d'immigrés en France ? Il y a des personnes qui sont chez nous et qui n'ont pas à y rester. Voilà, si c'est ça la question que vous me posez. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à expulser alors qu'on devrait pouvoir le faire. Il y a des reconduites à la frontière qui ne se font pas. Alors je ne vais pas... Et vous avez chiffré le nombre d'immigrés qui devraient être expulsés? Non, il y a un certain nombre de personnes qui doivent être expulsées, qui devraient l'être plus facilement qu'elles ne le sont aujourd'hui. On ne fait pas les expulsions ou les reconduites à la frontière qu'on devrait faire, alors que d'autres pays voisins, l'Italie même, l'Allemagne ou l'Autriche le font. Mais je ne vais pas me laisser enfermer dans des chiffres et dans des phrases toutes faites. Nous allons traiter cette question avec rigueur, avec humanité. C'est l'objectif de la proposition globale que j'ai présentée, un moratoire plus un référendum. Guerre des civilisations, lutte contre l'immigration, grand remplacement, expulsion de 2 millions d'étrangers en France ou rétablissement de la peine de mort, que vous inspire ces thèmes de campagne d'Éric Zemmour? Et vous revenez sur ce sujet, l'histoire de M. Zemmour, ou la manière dont il a de concevoir l'histoire de notre pays, ou les histoires de notre pays, ce n'est pas mon histoire. Et vous êtes gaulliste. Ce ne sont pas mes idées, ce ne sont pas les convictions qui sont les miennes. Je suis gaulliste, je le resterai. Et je n'ai pas non plus de leçon de fierté nationale à recevoir, ni de Mme Le Pen, ni de M. Zemmour. Alors justement, et 2 dernières questions, après on passe à un autre sujet. Éric Zemmour... il a indiqué ce matin sur Europe 1 qu'il souhaitait l'abolition des lois mémorielles. Il regrette même le discours du Veldiv de Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une différence de plus entre nous. Mais justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais vous faites bien de me poser cette question. Je trouve que le Jacques Chirac, auquel nous pensons encore une fois très personnellement... Et c'est justement parce que c'est le 2e anniversaire de sa mort que je vous pose cette question. Jacques Chirac a fait au Veldiv un très grand discours qui était à son honneur et à l'honneur de notre République, de reconnaître la tragédie du Veldiv et de la collaboration. Et ce discours, je le fais bien. Vous faites vôtre. Et au passage, dernière question, je vous promets, après on passe à autre chose, mais c'est une question importante. Quand Zemmour réhabilite Pétain en expliquant qu'il a sauvé les Juifs français et qu'il nie aussi l'appartenance à la France des enfants juifs assassinés par Mera à l'école aux Arts à Toulouse parce qu'ils ont été enterrés en Israël. Qu'est-ce que cela vous inspire? Monsieur Zemmour a une conception de l'histoire qui n'est pas la mienne. On a d'ailleurs le souvenir de cette théorie du glaive et du bouclier, dans lequel il met quasiment sur un pied d'égalité Pétain et De Gaulle. Pétain et De Gaulle. Franchement, si vous deviez trouver une raison pour moi de n'avoir aucune faiblesse et aucune compromission, aucun compromis avec M. Zemmour et ses thèses, vous la trouverez dans ce fait. Alors on passe à autre chose. Vous voyez que c'était des questions auxquelles c'était intéressant que vous puissiez y répondre, pour notamment nos auditeurs. Autre thème de campagne, Michel Barnier, le pouvoir d'achat.
Et après, on va parler de l'Europe. Le SMIC va passer en octobre à 1 554,58 €, ça veut dire 1 258,95 € net. Est-ce que vous croyez qu'on peut vivre avec 1 258,95 € par mois? Non, on vit effectivement très mal et on ne peut pas bien vivre avec un tel revenu. C'est aussi pourquoi je pense qu'il faut que dans ce pays, et vous me parliez de mon dialogue avec Laurent Wauquiez, nous devons dans ce pays mieux payer, mieux rémunérer, mieux encourager et récompenser ceux qui travaillent. Avec la notion d'assistanat derrière? Oui, avec l'idée que l'assistanat, les aides sociales sont importantes et s'agissant par exemple des personnes handicapées ou des personnes âgées, elles doivent être sanctuarisées. Mais il y a un problème quand, dans certains cas, et je suis prudent ou je veux peser mes mots, dans certains cas on constate, et il y a beaucoup d'exemples dans beaucoup de régions et de beaucoup de familles, où des voisins ou des personnes qu'on connaît gagnent plus sans travailler, avec les aides sociales, sans travailler, plutôt que ceux qui travaillent. Et donc c'est cela qu'il faut changer. Et comment on le change? En créant une allocation sociale unique et en plafonnant cette allocation sociale unique de telle sorte qu'il y ait une différence entre le montant global maximum de ces aides sociales et puis le salaire minimum. Allocation sociale unique inférieure au SMIC? Inférieur, sensiblement inférieur au salaire le plus bas, de telle sorte que les gens puissent travailler. Maintenant que le SMIC augmente, c'est une chose normale et on en a besoin, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je pense aussi qu'il faut augmenter en allégeant, notamment pour les jeunes, pendant les 3 premières années, les charges sociales. Il faut aussi encourager une augmentation des plus bas salaires, notamment des salaires qui vont de 1 SMIC et demi à 2 SMIC 5 par des allègements de charges sociales ciblées. Et Valérie Pécresse, elle dit qu'il faut augmenter les salaires de 10%. C'est une bonne idée? L'orientation est d'augmenter les salaires, je vous l'ai dit, les plus bas. 10%. Mais je ne vais pas reprendre ce chiffre à mon compte. Chacun dit ce qu'il veut. Ensuite, avec Valérie Pécresse, comme avec Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, qui sont mes amis et aujourd'hui concurrents, nous allons devoir travailler sur un projet commun. Et donc, dans ce que je vous dis aujourd'hui, dans ce que j'écris de mes propositions, je laisse toujours une marge pour cette discussion entre nous. Et si cette proposition de Valérie Pécresse est majoritaire au sein de votre mouvement, vous pourriez la faire vôtre ou pas? Il faut voir quelle est la conséquence sur les entreprises. Je vous ai dit qu'en ce qui me concerne, j'étais favorable à une augmentation des salaires les plus bas ou des salaires intermédiaires, de telle sorte qu'on puisse encourager le travail, et ça peut se faire par des allègements de charges sociales. Le prix de l'essence s'envole. Hein, dont d'ailleurs, je dis en passant, il y aura un retour sur investissement assez rapide, parce que si ce pays, la consommation derrière. Si ce pays qui a une formidable capacité d'initiative, des ressorts, des ressources, je le vois dans toutes les régions que j'ai visitées, de la plus petite entreprise à la plus grande, actuellement il y a un paradoxe qui est d'ailleurs un vrai problème, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. En même temps, nous avons un taux de chômage double des Allemands. Donc il faut résoudre cette question. Ça, c'est le rôle d'un candidat et du futur président de la République. Que vous souhaitez être. Alors, autre sujet lié au pouvoir d'achat. Le prix de l'essence s'envole. Si vous êtes président, élu président, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement? Est-ce que les mesures prises annoncées par Jean Castex sont les bonnes? D'abord, il faut que ces mesures, notamment de ces chèques énergie, soient mises en œuvre. Ça va dans la bonne direction. La vraie capacité... Enfin, je ne vais pas me prononcer à la place du gouvernement qui est en charge de ces questions. Non, mais si vous étiez président... Je vous dis, si je suis président, je mènerai une action déterminée sur la question de l'énergie. Et de telle sorte que nous gardions nos atouts, notamment l'énergie nucléaire, sans fragiliser cette filière, et plutôt en la faisant redémarrer à travers la construction de 6 réacteurs, en développant les énergies renouvelables, oui, bien sûr, je viens de vous dire l'énergie nucléaire, et en faisant repartir aussi un effort plus substantiel sur certaines énergies renouvelables. Je pense notamment au photovoltaïque, beaucoup plus qu'aux éoliennes. Ah, justement, je voulais poser une question sur les éoliennes, on va en venir. Je peux en parler avec beaucoup de passion d'ailleurs. Et puis, il y a aussi une autre question qui est... très simple. J'ai été engagé sur ces questions depuis très longtemps. Et vous avez été ministre de l'Environnement, il faut le rappeler. Hein. En même temps que d'ailleurs Angela Merkel l'était en Allemagne. Je pense à elle aussi aujourd'hui, puisque c'est... On va parler d'Angela Merkel. J'espère qu'on aura le temps de parler de tous ces sujets. C'est 12 minutes, vous allez voir. C'est beaucoup plus intéressant que les sujets de process ou de procédure. Non, je veux dire que pour moi, et c'est une réponse à la question du prix de l'énergie, il faut économiser. Il faut consommer moins. Il faut isoler. Et consommer moins, ça veut dire décroissance ou pas? Non, sûrement pas la décroissance. Consommer moins d'énergie, ça veut dire faire des économies. Le kilowatt d'électricité qui coûte le moins cher,
le baril de pétrole qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et nous avons des réserves incroyables d'économie d'énergie dans ce pays à faire, dans les bâtiments privés, les familles, les bâtiments publics. Et donc, oui, sur la ligne de ce qui a été fait depuis plusieurs années, nous allons amplifier ces aides pour isoler, pour l'efficacité énergétique des bâtiments et faire ces économies. C'est gagnant-gagnant. Donc prolonger ce que fait le gouvernement d'aujourd'hui ou ce qu'il fait n'est pas bien bon. Sûr, bien sûr. Ce qui est bien sera poursuivi. Ouais. Les économies d'énergie, c'est très important parce que c'est gagnant-gagnant. Vous donnez du travail à des centaines de milliers d'entreprises, petites entreprises. Vous diminuez la facture énergétique française et vous augmentez le pouvoir d'achat des citoyens puisqu'ils dépenseront moins pour leur énergie. Alors, parc d'éoliennes, est-ce que vous êtes favorable très rapidement à la création de parcs éoliennes en mer auxquels s'opposent les pêcheurs? Non, je ne suis pas favorable. Je suis d'ailleurs allé rencontrer des pêcheurs au large de Saint-Brieuc, sur la baie de Saint-Brieuc, et franchement, je n'ai pas été convaincu du tout du bilan écologique et encore moins économique de ce parc éolien, qui d'ailleurs a beaucoup de difficultés à se mettre en œuvre, et il y a d'autres parcs qui posent les mêmes problèmes. Je ne suis pas convaincu du calcul économique qui est fait. Je vois beaucoup de dégâts sur la biodiversité des paysages et aussi la biodiversité marine, s'agissant de Saint-Brieuc. Donc si vous étiez président, qu'est-ce que vous faites? C'est un moratoire sur les parcs d'éoliennes? Nous allons remettre à plat toute cette politique d'énergie éolienne pour favoriser le photovoltaïque, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, pour favoriser d'autres formes d'énergie. Il y a la biomasse, il y a l'énergie hydraulique, et puis il y a le photovoltaïque. Est-ce que vous savez, par exemple, moi je suis très passionné par le photovoltaïque et l'énergie solaire, donc je vais en dire un mot. J'ai même créé en Savoie, avec beaucoup de mes amis à l'époque, le premier Institut national du solaire. Il y a aujourd'hui 500 chercheurs qui travaillent à Chambéry, à Technolac, sur ce parc. Et ce qu'ils m'ont dit l'autre jour, puisque je vais les revoir, c'est que par exemple, si on était capable de couvrir, mais je parle en théorie, 5% de la surface du désert, 5% avec des panneaux photovoltaïques, on produirait la totalité de l'énergie électrique dont le monde a besoin. Donc ça veut dire que c'est un projet mondial à mettre en place Et d'abord chez nous, y compris en rendant par exemple autonome des exploitations agricoles, en utilisant les toits des granges et des fermes. Donc nous lancerons des programmes pour le photovoltaïque à coup sûr. À condition aussi de garder la maîtrise en Europe et en France de certaines industries, par exemple le silicium. De ne pas les renvoyer en Chine, par exemple. Oui, de ne pas être obligé d'acheter du silicium chinois. Voilà, au passage, Emmanuel Macron va devenir, puisqu'on va parler d'Europe, le 1er janvier prochain, le président du Conseil de l'Union européenne. Est-ce que vous allez l'aider et comment vous allez l'aider? D'abord, c'est un moment important. Nous avons déjà vécu cette présidence il y a quelques années sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Nous avons réussi cette présidence en 2008. J'étais l'un des ministres en charge de l'agriculture et de la pêche, d'une des priorités françaises. Donc 2022, qu'est-ce qui se passe? Comment on a réussi cette présidence? Non, mais 2022, parce qu'il nous reste mais je vous donne la méthode. 9 minutes. Et... Je vous donne la méthode, en étant professionnel, en sachant ce que nous voulons, des objectifs ciblés, sans être arrogant. Donc je souhaite que la France réussisse cette présidence. C'est un moment d'influence, qui est un moment temporaire. Il dure 6 mois, mais c'est un moment où on peut faire pousser des sujets. Et par exemple, sur la politique industrielle, la sécurité, et les leçons qu'on doit tirer sans arrogance, sans donner de leçons, sans incantation, sur la politique européenne de sécurité et de défense, les leçons qu'on doit tirer de ce qui s'est passé en Afghanistan. Est-ce que c'est compatible avec une campagne présidentielle? C'est compatible si l'exécutif n'a pas la tentation d'utiliser cette présidence à des fins partisanes. D'ailleurs, s'il le faisait, alors même que l'élection présidentielle a lieu au mois d'avril et qu'à partir du mois d'avril, il y aura un nouveau président français qui devra terminer cette présidence française, et je serai prêt à le faire immédiatement. Il ne faut pas que dans les quelques mois qui nous séparent de cette élection, entre janvier et avril, le gouvernement français utilise mal ou de manière partisane ou électoraliste cette présidence. J'espère qu'il ne le fera pas. Comment vous envisagez la bataille face à Emmanuel Macron si vous êtes candidat, si vous êtes désigné par LR, vous qui avez travaillé avec lui quand vous étiez commissaire européen, négociateur en chef du Brexit, et on nous avait même dit à l'époque que vous avez demandé à Emmanuel Macron de faire en sorte que vous deveniez le président de la Commission européenne. Non, mais ça, c'est une autre question. Je n'ai pas demandé à Emmanuel Macron. L'hypothèse a été évoquée qu'il y ait, pour la première fois, un président français depuis Jacques Delors. Pour la première fois. Et ça n'a pas été possible. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je ne fonctionne pas à la rancune ou à la nostalgie. Je fonctionne avec de la mémoire et avec un regard sur l'avenir. Les choses sont ce qu'elles sont. J'ai eu des relations cordiales et constructives pendant toute la période de la négociation pour répondre. Je défendais les intérêts de l'Union européenne, donc de la France et des pêcheurs. Et alors, si vous l'avez en face de vous à la présidentielle, qu'est-ce qui se passe?
Et ce qui se passe, j'affirmerai un projet extrêmement différent parce que nous ne sommes pas comparables, nous n'avons pas la même expérience. Je n'ai pas attendu d'ailleurs qu'il soit là pour être C'est-à-dire vous avez européen. une plus grande expérience que lui? Non, j'ai une expérience différente du terrain, de l'action locale, du gouvernement, de Bruxelles. Je n'aurai pas besoin d'exprimer cette différence, elle se verra. Et puis pour répondre plus précisément à votre question, le souci d'affirmer devant les Français que je vais gérer ce pays comme président de la République différemment de lui, de manière moins solitaire et parfois moins arrogante. Moins solitaire, moins arrogante, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est en lui de solitaire et d'arrogant? Regardez la manière dont le président sortant a géré le pays depuis 4 ans et demi en se méfiant des collectivités locales, des régions, des départements, des communes, et je ne parle pas seulement de la crise du Covid, en claquant la porte au nez de Jean-Louis Borloo quand celui-ci lui apportait un plan global pour les quartiers et la ville, en refusant une proposition du secrétaire général de la CFDT au moment de la crise des Gilets jaunes. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que la conception du pouvoir depuis 4 ans a été très solitaire. Ça veut dire que vous seriez l'anti-Macron, quelque part? C'est aux Français de voir qui est l'anti-Macron, mais je suis clairement dans cette idée qu'il faut un nouveau président pour la France, et avec une gestion qui soit plus collective, plus respectueuse, un Parlement qui soit plus respecté, le dialogue social qui soit encouragé, les collectivités locales qui soient associées. Voilà comment je vais gouverner. Vous savez, Frédéric Harrison, rien dans les institutions de la Ve République, que je connais bien, n'oblige le président à être solitaire dans sa gestion. Et c'est ce qu'il a été. On a parlé du général de Gaulle, qui a beaucoup compté pour mon engagement, lui-même, qui est incomparable et à qui personne ne peut se comparer, lui-même gérait le pays de manière moins solitaire. Crise sanitaire. Avoir une approche européenne pour les achats des vaccins, est-ce que ça a été une bonne idée, Michel Barnier? Oui, évidemment. Mutualiser les achats a été une bonne approche. J'aurais préféré qu'on mutualise davantage la recherche, qu'on s'y prenne plus tôt, mais je ne vais pas donner de leçons sur cette question. Elle est trop grave, il y a trop de personnes qui ont été touchées, beaucoup de morts, beaucoup de malades. Vous-même, vous avez été malade? Oui, mais... Donc vous savez ce que c'est. Alors, autre question... Donc je ne vais pas faire de polémique sur cette question, mais il y a des leçons à tirer de cette crise. J'ai évoqué une gestion plus collective d'une crise, et il y en aura d'autres, puisque ceux qui nous écoutent sont des citoyens informés, éclairés. Je veux dire la vérité, il faudrait que dans le prochain quinquennat, on se prépare à des crises qui peuvent bousculer beaucoup de choses. Et des pandémies qui peuvent se multiplier. Et puis peut-être une crise financière que je ne souhaite pas, mais auquel il faut être prêt aussi. Autre question, Emmanuel, c'est d'actualité. Emmanuel Macron annonce que la France va doubler les doses de vaccins envoyées aux pays pauvres. C'est une bonne mesure. Bonne mesure. C'est une bonne mesure. Vous savez, le Covid dont nous parlons est un virus mondial. Il a arrêté l'économie du monde entier. C'est, je crois, la première fois que ça se produit avec cette gravité. Et donc, on ne peut pas se sauver les uns sans les autres. Ni en Europe, c'est pour ça que j'ai approuvé la mutualisation et l'effort de recherche, et ni avec les pays d'Afrique ou du reste du monde. Il nous reste 3-4 minutes. Merkel. Ce soir, c'est la fin de l'ère Merkel. Comment vous envisagez une Europe sans Merkel, un axe franco-allemand sans Merkel? Et d'ailleurs, est-ce qu'il peut y avoir un axe franco-allemand sans Merkel? Il y a eu un axe franco-allemand ou un dialogue franco-allemand avant Merkel. Oui, mais c'était il y a 16 ans. Et avant Macron. Oui, bien sûr. Oui, et je veux dire par est-ce qu'il faut se rapprocher des pays méditerranéens? C'était ça aussi le complément de la question. La coopération franco-allemande a toujours été fondamentale. Je considère qu'elle est de plus en plus nécessaire, de moins en moins suffisante. Et je réponds là à votre point à l'instant. Cette coopération, elle n'a jamais été spontanée. Elle doit être équilibrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'influence française a diminué depuis une dizaine d'années dans l'ensemble européen, donc il faudra la reconstruire. Oui, je pense que la diplomatie française, sans arrogance, avec de l'attention, avec des idées, doit se réorienter désormais au-delà de cette coopération franco-allemande qui est nécessaire, et quel que soit le futur chancelier, je souhaite que ce soit Armin Laschet, mais ce sont les Allemands qui le décideront, s'orienter vers d'autres pays, chaque pays en Europe, dont l'Italie, dont l'Espagne, dont au-delà de la Méditerranée, plus à l'est, la Pologne et d'autres pays. Vous savez, je pense depuis longtemps que chaque pays européen, quelle que soit sa taille, a une valeur ajoutée. Chaque pays a une histoire, une tradition. Y compris la Hongrie d'Orban? Y compris la Hongrie, y compris le peuple hongrois. Tous ces peuples ont une histoire, ont des leçons à tirer de leur propre histoire et participent au projet européen. Chacun, l'Union européenne, c'est pas une boîte dans laquelle, comme disait De Gaulle, on va broyer les peuples dans une purée de marrons.
chaque peuple a son identité. C'est pas un gros mot, l'identité nationale. Alors, 2-3 questions. Il nous reste 2 minutes, hein, très peu de temps. L'Europe de la défense, vous y croyez avec ce qu'on a vu se passer dans le cadre de cette crise des sous-marins? Oui, je crois que nous devons bâtir, non pas une armée européenne, ça c'est une incantation, ce sont des mots, mais des coopérations structurées. On est en cours de le faire, des coopérations industrielles à condition qu'elles soient équilibrées et la capacité d'avoir des opérations communes extérieures. J'y crois d'autant plus que la crise afghane et la tragédie de Kaboul prouvent qu'on ne peut pas compter sur les autres pour notre propre sécurité. Et au Mali, avec ce nouveau soldat qui a perdu sa vie hier. Oui, je pense en effet... La France doit rester présente dans cette région du monde. Je pense en effet qu'il faut faire attention à l'Afrique. Et je pense au caporal-chef Blasco qui est décédé tragiquement il y a 48 heures. Un héros, hein. Qui appartenait d'ailleurs au 7e bataillon de chasseurs alpins. Et j'ai été... Depuis, il a été déplacé, mais le 7e bataillon de chasseurs alpins était à Bourg-Saint-Maurice. Et j'ai été le conseiller général de Bourg-Saint-Maurice pendant 27 ans. Donc je suis très attaché aux troupes alpines et je pense à lui, à sa famille, à tous ses collègues et ses frères d'armes. Ces soldats méritent le respect. L'armée française, qui d'ailleurs inquiète, mérite le respect et le soutien à tous égards. Et donc nous devons rester au Mali, même si, et en Afrique en général, avec le soutien d'un certain nombre de pays européens, même si je pense qu'il faut faire attention de ne pas apporter des réponses militaires à des questions politiques. Une dernière question, si vous êtes élu président, quelle serait la ligne de la France au Proche-Orient? Est-ce qu'il faudrait renouer avec la politique arabe de la France, initiée par le général de Gaulle, ou est-ce qu'il faudrait favoriser un axe Occident, Israël, pays du Golfe et Arabie Saoudite face à l'Iran? D'abord, s'agissant du Proche-Orient, et j'ai le souvenir très précis des visites que j'ai faites en tant que les affaires étrangères, à Tel Aviv et à Jérusalem, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, et des rencontres que j'ai eues avec les premiers ministres de l'époque, la sécurité d'Israël est un sujet sur lequel nous ne transigerons pas. Et cette sécurité, elle sera assurée s'il y a une stabilité à long terme dans la région. Donc nous devons avoir une diplomatie très active, pas tout seul. Je me permets de dire que les Européens qui participent beaucoup à la reconstruction, au développement économique, doivent être ensemble dans cette affaire. Une parole européenne est plus forte encore, même si la France a une raison particulière dans cette région d'être en tête de cette coopération européenne. Et puis, il faut faire attention à préserver le dialogue avec les Russes d'un côté et les Américains de l'autre. J'étais ministre des Affaires étrangères lorsque la Syrie s'est retirée du Liban. Elle ne s'est retirée que parce qu'il y a une résolution au Conseil de sécurité qui a été approuvée par tous les membres du Conseil de sécurité, y compris la Russie à l'époque. Merci en tout cas Michel Barnier d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci à vous.